Donc bonjour, bienvenue au webinaire de GoVocal sur les fondamentaux de la participation citoyenne. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous organisons depuis quelques mois suite aux élections municipales en France. Nous avons organisé un premier webinaire il y a un petit peu plus d'un mois qui était plutôt à destination des agents sur comment transmettre l'existant de la participation citoyenne dans le cadre d'un nouveau mandat, tout en intégrant les nouvelles ambitions et dynamiques participatives. Aujourd'hui, le webinaire est un peu plus à destination des élus et équipes municipales, mais bien évidemment, ces webinaires sont ouverts à tous, élus, agents, praticiens, consultants, chercheurs dans le domaine. Et par ailleurs, on a vu et je vois aujourd'hui connecter des collectivités qui sont en France, mais aussi quelques collectivités belges. Je reviendrai un petit peu sur les zones où nous travaillons et celle-ci comprend la Belgique francophone. Donc ce webinaire est dans le cadre des municipales françaises, mais on va dire que les retours d'expérience, les bonnes pratiques qu'on partage s'appliquent évidemment à d'autres collectivités en dehors de la France. Voilà, je vois qu'on est encore rejoint par d'autres personnes. Bonjour à toutes et à tous. On est à l'introduction. Euh, Petits éléments organisationnels pour ce webinaire. Vous l'aurez vu, on est dans un format webinaire de Zoom, ce qui veut dire que les caméras et les micros sont coupés, mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à échanger dans le chat, poser des questions dans le chat et pouvoir vous présenter et échanger entre vous. Je vais voir si techniquement tout fonctionne pour que je puisse passer à la prochaine diapositive. Hop. Oui. Donc aujourd'hui, alors je vois qu'on est encore rejoint par quelques personnes. Bonjour à toutes et à tous. On lance le webinaire de GoVocal sur les fondamentaux de la participation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir vous transmettre des bonnes pratiques, des cas d'usage et des éléments clés sur la compréhension, la mise en œuvre de la participation citoyenne, notamment en début de mandat. On sait qu'actuellement, les feuilles de route sont en train d'être construites au sein des collectivités. Et donc, ça nous a paru important d'avoir ce webinaire. Donc, on va avoir 4 temps. Un premier temps autour du contexte et des enjeux. Un deuxième temps qui est vraiment axé sur la participation en pratique. Un troisième temps qui sont l'identification de 3 actions clés à mettre en place pour les élus, l'équipe municipale, lors du début de mandat, en lien avec la participation citoyenne. Et ensuite, un dernier point rapide sur comment il est possible de s'outiller aussi pour aller plus loin en termes de participation citoyenne. N'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à vous présenter dans le chat et à poser vos questions dans le chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on gardera un petit temps à la fin pour que je puisse prendre les questions et y répondre. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions pour des questions de temps, je reviendrai vers vous par mail individuel. Mais voilà, n'hésitez pas pendant que je présente à poser vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une rapide introduction, car qui est-on et qui est GoVocal? GoVocal est donc un prestataire de Civic Tech qui met à disposition des collectivités territoriales une plateforme de participation citoyenne. Nous sommes dans le domaine de la participation citoyenne et plus précisément la participation numérique depuis une dizaine d'années. Comme je le disais, et ça explique pourquoi on a des élus, des agents qui sont connectés depuis la France, mais aussi depuis la Belgique. Nous accompagnons des collectivités partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Moi, je suis responsable des collectivités francophones que nous accompagnons, donc principalement en France, mais également en Belgique francophone, au Luxembourg et au Canada. On accompagne du coup depuis 10 ans plus de 750 collectivités qui utilisent une plateforme de participation citoyenne en complémentarité de leurs instances participatives de terrain. Et on a été classé parmi
plusieurs plateformes de participation comme étant la meilleure plateforme de participation par l'organisme tiers qui s'appelle People Powered, que vous pouvez aller consulter. On peut peut-être vous mettre les informations dans le chat. Sans plus attendre, on va rentrer dans le contexte et les enjeux pour resituer un petit peu le pourquoi de ce webinaire. Et ici, je voulais attirer votre attention sur deux données qui me paraissent clés. La première, c'est cette étude qui est de l'OCDE, qui a été faite en 2024 et qui porte sur à peu près 60 000 personnes dans 30 pays membres de l'OCDE. Et le résultat est assez fort. Vous voyez ici à gauche que l'étude révèle que se sentir écouté, c'est le facteur numéro 1 de confiance envers les institutions, devant le revenu, l'âge ou le niveau d'éducation. Et donc l'écart, qui est expliqué par les pourcentages à droite, entre 22 et 69%, c'est un facteur 3 et le plus grand écart qui a été observé dans toute l'étude. Autrement dit, peu importe qui on est, le sentiment d'être entendu est ce qui va vraiment déterminer la confiance. Et cette donnée, j'ai voulu aujourd'hui la présenter et la mettre en discussion, si on peut dire ça comme ça, avec une autre étude qui a été faite par le CEVIPOF, une enquête qui, pour le coup, là, est vraiment centrée sur la France et qui révèle que les maires sont les élus en qui les Français ont encore confiance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que certes, les élus sont ceux en qui les Français ont encore confiance, mais il y a une conditionnalité à cette confiance qui est le fait d'être associé, ou en tout cas qu'il y ait une transparence et un débat en amont d'une décision ou d'une politique publique. Je trouvais ça assez fort parce que dans un contexte, on va dire, qui est assez tendu et de défiance politique, l'échelle locale est encore importante et source de confiance, mais il y a cette condition. Et ce qui est intéressant, c'est que cette condition de transparence, de débat, c'est clairement une condition qui est liée à la participation. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu qui me semble le plus fort et à avoir en tête pour la suite de ce webinaire, c'est en fait, en tant qu'élu, en tant qu'équipe municipale et surtout dans ce contexte particulier d'un début de mandat, il y a vraiment un enjeu qui va être en fait de transformer cette attente de participation, de transparence, de débat en levier de confiance. Alors, je ne prétends pas avoir la baguette magique avec ce qu'on va vous présenter et vous partager aujourd'hui sur comment transformer cette attente en levier de confiance, mais on va faire de notre mieux. Et une petite chose que j'aurais dû vous préciser avant, quand je vous présentais un petit peu la carte des municipalités qu'on accompagne, c'est que vous l'aurez compris, de par le fait qu'on accompagne des municipalités partout dans le monde, que ce soit nos webinaires, que ce soit les guides qu'on va construire et publier annuellement, mais aussi les études de cas sur notre blog, toutes ces ressources sont construites à partir de cette perspective qui est assez unique de GoVocal, d'avoir un comparatif des cultures et des méthodes participatives. Donc, dans ce deuxième temps, comme je le disais, on va axer sur la participation en pratique. Dans un premier temps, ce qu'on propose de voir avec vous, c'est ce que la participation citoyenne, en fait, va changer pour vous en tant qu'élu et équipe municipale. Et ici, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'évidemment, en campagne, on porte une vision, on porte des promesses. Là, depuis quelques mois, vous êtes rentrés dans le vif du sujet. Il est maintenant question de porter cette vision, mais on a aussi conscience du fait qu'il y a des ressources qui sont limitées, des arbitrages qui sont à faire, peut-être parfois des attentes qui sont contradictoires. Et ici, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la participation ne va pas résoudre ces différents obstacles, mais elle va aider à les comprendre. Et elle va donner en fait une meilleure lecture de ce qui compte vraiment pour les habitants. Il y a des décisions qui ont besoin d'être prises, il y a des politiques publiques qui vont être mises en œuvre, il y a des projets d'aménagement qui vont être portés, une multitude de choses. La participation, en fait, elle va vous donner les moyens
de mieux décider et de mieux comprendre en amont de ces choix et de ces décisions. Ce qui est intéressant, et là pour le coup, c'est basé sur évidemment notre expérience spécifiquement avec les collectivités françaises, mais c'est qu'on a observé que parmi les collectivités françaises qu'on accompagne, qui sont accompagnées par Gros une grande majorité des listes sortantes ont été réélues. Alors, ce chiffre, il prouve pas que la participation fait gagner les élections, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais il montre qu'il y a qu'elle construit en fait une relation avec les habitants qui va durer au-delà d'un projet ponctuel et qui va pouvoir s'inscrire dans une temporalité et que miser sur la participation citoyenne, c'est pas prendre un risque politique, c'est peut-être même en réduire un, ça c'est notre hypothèse, et je pense que c'est important aussi de revenir sur cette peur qu'il peut y avoir parfois de se dire mais la participation citoyenne, est-ce que ça remplace les élus? Non, l'idée c'est vraiment d'avoir une co-construction lorsque c'est pertinent, et on reviendra là-dessus juste après dans une autre partie de la présentation, avec les habitants pour cette meilleure compréhension du terrain et un dialogue qui va enrichir en fait ces décisions publiques. Et on y vient justement, qu'est-ce que la participation du coup va apporter à l'équipe municipale? Des projets qui vont avancer, alors sans peut-être pas, mais en se heurtant moins à l'opposition, parce qu'en fait en comprenant les points de tension, les points bloquants, les priorités réelles des habitants, avant de décider, ça va permettre de pouvoir ajuster quand c'est possible, quand ça l'est pas, au moins de pouvoir faire un retour vers les habitants qui a argumenté. Des décisions, comme je disais, qui vont être mieux informées. Vous partez de ce que les habitants vivent réellement et pas seulement d'un diagnostic technique. Et enfin, il y a vraiment cet aspect de dialogue qui va être plus constructif et qui va sortir un petit peu de cette dualité, est-ce qu'on est pour ou contre, content ou pas content, et donc faire gagner en qualité les échanges, les discussions, les décisions. La partie qui me semble clé aujourd'hui, quand on parle de fondamentaux de la participation, c'est celle-ci, sur comment bien concevoir la participation. Il y a en effet un peu une recette qui va s'adapter aux différents contextes, aux différentes ressources, mais les fondamentaux sont les suivants. Dans un premier temps, les conditions pour que la participation fonctionne. 3 conditions, une ambition politique claire, et donc les questions qu'il faut se poser ici, c'est quelle est la stratégie de participation? C'est quelque chose qui se pense, qui se construit. C'est le moment ici, dans les mois qui viennent, de construire cette stratégie. Sur quel sujet on veut faire participer et associer les habitants. Le deuxième pilier essentiel, c'est celle d'une organisation interne qui va être structurée pour porter en fait cette culture et cette stratégie participative. Qui va mettre en œuvre la stratégie de participation? Quel service? Est-ce que c'est peut-être plusieurs services? Qui va l'animer? Comment les instances participatives de terrain et la participation numérique peut s'articuler ensemble? Et enfin, le pilier autour des compétences et des ressources, qui est aussi lié à cette organisation interne dont on vient de parler, mais qui va au-delà et qui pose aussi la question de quelle méthode, quel type de format participatif, quels outils. Donc ces 3 grands piliers, vous le voyez à droite, portent ce qu'on appelle, nous, chez GoVocal, une culture de la participation. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, on a construit et publié un guide il y a 2 ans, je crois, sur comment construire cette culture de la participation avec les équipes municipales et les agents. Une fois qu'on a ces 3 piliers en tête, il y a 3 questions supplémentaires à se poser, qui vont être le pourquoi, celui du public concerné et du moment de la démarche. Le pourquoi, en fait, c'est vraiment de se dire quel est le besoin d'information qu'on a, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, pourquoi ce projet est pertinent avec une dimension participative.
le public concerné, parfois on a, des projets qui vont, nécessiter une dimension participative, très large et donc on veut s'adresser à l'ensemble de la population. Parfois, je donne un exemple concret, si, il y a un projet qui concerne, la jeunesse en particulier, le fait de consulter toute la population n'a pas de sens. On cherche vraiment à atteindre un public, cible et donc la question qui va aussi se poser, c'est comment atteindre ce public cible? Et enfin, le moment de la démarche. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est à quelle étape d'un projet, d'une construction politique publique, d'une décision, est-ce qu'il est pertinent d'associer des habitants. La participation citoyenne, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire tout le temps, à toutes les sauces. La grosse valeur ajoutée que va avoir la participation citoyenne, c'est quand elle est utilisée au bon moment. Et on va revenir là-dessus dans un instant. Une fois qu'on a ces piliers en tête, qu'on a aussi ces grandes questions à se poser, et je ne dis pas ici qu'on a besoin d'avoir toutes les réponses. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner ces informations. Peut-être que c'est déjà des choses que vous avez mises en œuvre, peut-être que c'est des choses que vous êtes en train de construire actuellement. Mais la troisième étape, ça va être cette compréhension qu'en fait, il y a des niveaux de participation possibles. Et ces niveaux, ils vont en fait impliquer différentes promesses, si on peut dire, ou engagements envers l'habitant. Les niveaux que vous voyez s'afficher ici, ils ont été construits à partir de ce qu'on appelle l'échelle de la participation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces différents niveaux peuvent se passer en parallèle, que ça peut être évolutif, qu'on peut commencer par un niveau, puis redescendre, associer plusieurs niveaux de participation ensemble. Et donc, très concrètement, le premier niveau, ça va être le niveau d'information. Donc, quand on parle de participation citoyenne et d'information autour de la participation citoyenne, ça va être d'être dans la diffusion d'informations, de clés de lecture pour que les habitants puissent comprendre un projet, une politique publique. La consultation, ici, l'engagement, c'est de dire on va recueillir vos avis pour éclairer une décision et pour le coup, ça c'est une recette importante à avoir en tête, cet aspect d'expliquer pourquoi quelque chose a été pris en compte ou pas. Je l'explique souvent. On a aussi un autre mythe ou une crainte autour de la participation citoyenne qui est de dire si on fait des démarches qui impliquent une dimension de consultation ou de participation, on va devoir tout mettre en œuvre, ça va être compliqué. Non, c'est pas le cas. L'enjeu avec la participation citoyenne, c'est en fait de pouvoir faire un retour argumenté sur le pourquoi d'une mise en œuvre ou pas d'une décision. Et c'est là que justement ce dialogue que je disais tout à l'heure peut être enrichi parce qu'en fait, et c'est là que votre expertise en tant qu'élu équipe municipale est clé et pourquoi la participation ne remplace pas les élus, mais c'est qu'en fait les habitants n'ont pas toujours connaissance par exemple, des différentes compétences d'une municipalité, du système de fonctionnement des budgets et autres. Et donc, ce que j'explique, c'est qu'il faut faire un retour vers l'habitant. C'est ça l'élément clé, un retour argumenté, plutôt que de se mettre une pression de réaliser ce que dit l'habitant. Et par peur de ne pas pouvoir le faire ou parce qu'on sait que c'est techniquement, budgétairement, en termes de ressources, pas possible, de ne rien faire et de ne rien dire. On passe ensuite au niveau d'implication, où l'engagement ici, c'est de dire qu'on va travailler avec les habitants pour mieux comprendre les besoins, les attentes et les conséquences possibles de choix envisagés. Et vous verrez juste après qu'à chaque niveau va s'associer des méthodes participatives. On a ensuite la collaboration, où l'idée ici, c'est de dire qu'on va construire des solutions avec les habitants et en intégrant des recommandations des habitants. Et ensuite, la co-création, où là, il y a cette notion de partage de la décision ou de pouvoir décisionnel sur la mise en œuvre, parce qu'on va mettre en œuvre des projets qui vont souvent être ce qu'on appelle une participation ascendante, donc la mise en œuvre de projets portés par des habitants. Pour ceux qui connaissent, c'est souvent ce dont on parle quand on parle de budget participatif. Et justement, c'est ce que je vais vous montrer à présent, c'est qu'à chacun de ces niveaux, comme je le disais, il y a des méthodes.
c'est pas la peine de les passer tous en détail, mais voilà, en termes d'information, ça passe par des réunions publiques, des événements locaux. La consultation, c'est souvent via des enquêtes ou peut-être des questionnaires de satisfaction. Pour l'implication, on va être sur l'analyse peut-être de scénarios, le choix d'options. Je pense récemment à une collectivité qu'on accompagne euh, qui est le résultat en fait de deux communes qui ont fusionné, donc pas mal de noms de rues qui vont changer, et donc il va y avoir une priorisation de ces différents scénarios de noms de rues. En termes de collaboration, ici, on va avoir des cartes participatives, des appels à projets et pour la co-création, ce que je disais, les conseils de quartier, les systèmes de pétition. J'aime beaucoup cette diapositive. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle mérite d'être imprimée sur une petite feuille A4 et gardée dans un coin de son bureau quelque part. Parce qu'en fait, c'est un petit peu le réflexe qu'il faut développer quand on porte des projets de participation. Je m'explique, c'est qu'en fait, une fois on a cette compréhension de cette échelle participative et de ces différents niveaux, mais aussi des méthodes qui vont s'y adosser, il est beaucoup plus simple lorsqu'il y a une décision qui doit être prise, un projet qui va être porté, de se dire, d'accord, dans le cadre de ce projet, de cette décision qu'on doit prendre, est-ce qu'en fait il est pertinent simplement d'informer, de mettre de l'information à disposition des habitants, ou est-ce qu'en fait non, on est vraiment à un stade peu avancé du projet où tout reste à définir et donc on veut être dans une co-création poussée. Et donc voilà, c'est un peu une fiche pratique quelque part que je vous encourage à consulter et à garder en tête. Enfin, le dernier aspect sur lequel je voulais venir quand on parle de participation citoyenne concrètement, c'est d'avoir en tête ce double format qu'il peut y avoir pour la participation. La participation citoyenne dite traditionnelle, de terrain, et qui donc se fait en présentiel avec des réunions publiques, des ateliers, des marches exploratoires, les conseils de quartier, les conseils de jeunes, enfin différentes instances et collectifs citoyens. Et ensuite, il va y avoir la participation dite numérique, donc qui va se faire en ligne via des plateformes participatives, où on va pouvoir porter des enquêtes qui sont ouvertes en continu, créer des budgets participatifs, avoir des cartes participatives, faire des appels à projets. Et ce qu'il est essentiel ici de comprendre, c'est qu'en fait, cette participation traditionnelle et cette participation numérique, elles se portent en complémentarité. C'est pas l'un ou l'autre. Le but, c'est vraiment de pouvoir se dire à quel moment le fait de pouvoir avoir un pendant numérique va apporter une valeur ajoutée à une instance de terrain et quand est-ce que l'instance de terrain reste la plus pertinente dans le cadre d'un projet en particulier. Parce qu'en fait, ce qui va se passer sur le terrain lors de ces différentes instances, c'est la création de dialogues, c'est lors d'une table ronde, c'est lors d'une réunion de co-construction, d'un atelier qu'on va pouvoir saisir des nuances, travailler sur des sujets complexes. Il ne faut pas oublier aussi la dimension du public auquel on s'adresse et qui est impliqué dans ces instances-là, peut-être des personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique. Mais on voit aussi, et c'est le retour de beaucoup de collectivités qu'on accompagne, que ces instances-là traditionnelles de terrain s'essoufflent un peu aujourd'hui avec une fatigue participative et que ce sont souvent les mêmes personnes qui vont être présentes. Souvent des personnes qui sont à la retraite et qui ont donc le temps de pouvoir un mardi soir à 20h venir à une réunion publique, ou alors des personnes qui ont déjà, on va dire, un terrain participatif, qui sont peut-être impliquées dans des associations ou autres. Et donc la complémentarité avec un format de participation numérique va être en fait de pouvoir participer à son rythme et du coup de pouvoir toucher plus largement des publics qui sont peut-être exclus de ces instances-là parce que je pense par exemple aux jeunes actifs qui ont peut-être moins le temps de pouvoir se rendre à ces réunions, mais qui pour le coup veulent quand même pouvoir participer. Et on vous montrera un peu des cas d'usage
à ce sujet-là. Mais donc, voilà, si je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on vient de voir ensemble, avoir en tête les piliers dont on parlait, un peu les conditions pour concevoir la participation, les questions qu'on doit se poser, la compréhension de ces différents niveaux et des différentes méthodes qui vont être adossées à ces niveaux, et le fait qu'il y a deux formats, on va dire, participatifs, du présentiel et du numérique, qui sont une approche complémentaire. Ça, c'est pour les fondamentaux. Rapidement, 3 actions qu'on a également partagées dans le contexte du premier webinaire qu'on a animé, plus à destination des agents sur comment transmettre la participation dans le cadre d'un nouveau mandat. 3 actions pour le début de mandat en lien avec la participation. Le premier, ça va être d'auditer, de faire un audit, comprendre ce qui existe déjà, qu'est-ce qui a été fait avant vous, quelles démarches ont été menées, qu'est-ce qui a été exprimé par les habitants, où en sont ces démarches, est-ce qu'on est sur la fin d'un budget participatif ou la phase de vote avait été mise en suspens lors de la réserve électorale, et donc il faut lors de la période de réserve, pardon, et donc il faut lancer cette dernière phase. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va abandonner, et si oui, pourquoi? La deuxième étape, ça va être l'alignement entre élus et agents, créer un cadre commun en fait avec les équipes. Et ce temps d'alignement, c'est vraiment maintenant qu'il doit se faire. Avec les collectivités qu'on accompagne, on sait qu'il y a des premiers projets participatifs du nouveau mandat qui vont démarrer à la rentrée. Donc cet alignement, il est encore temps de le faire. Et si vos projets participatifs vont démarrer plutôt début 2027, alors prévoyez cet audit et cet alignement à la rentrée. On vous partagera à la fin du webinaire des ressources et une fiche pratique justement qui peuvent vous aider ou vous inspirer sur comment faire cet audit. Et enfin, le dernier point, ça va être de relier la participation à votre programme politique et de pouvoir, comme je le disais, identifier pour chaque engagement si on continue, on ajuste ou on arrête la participation. Et ici, c'est essentiel pour crédibiliser ce qui va être fait en termes de participation citoyenne par la suite. Ce que je souhaitais dans le dernier temps qu'on a ensemble, c'était de vous montrer comment s'outiller peut permettre d'aller plus loin en termes de participation. Et je pense que le plus parlant pour faire cela, c'est de pouvoir vous parler de cas concrets, de collectivités qu'on accompagne, qui sont pour moi des bons exemples, en fait, justement, de cette alors, construction d'une participation, une stratégie de participation, la mise en œuvre des piliers et autres, certes, parce qu'en fait, ce sont des municipalités qu'on accompagne depuis plusieurs années, depuis le dernier mandat. Donc, on va dire que les fondamentaux sont déjà là, mais plus sur les aspects justement de participation dite hybride, comment faire de la participation de terrain et de la participation numérique et de les articuler ensemble de manière complémentaire. Le premier exemple que je voulais mettre en avant, c'est celui de la ville de Sceaux, qui a mobilisé du coup ses habitants autour de priorités de transition écologique. Et donc, elle l'a fait avec un budget participatif. Donc, c'est la 4e édition du budget participatif de la ville de Sceaux, qui, comme je le montre ici, a décidé pour cette 4e édition de vraiment axer le budget participatif sur la transition écologique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les projets qui vont être déposés auront un critère d'éligibilité qui est lié au fait que le projet a une dimension environnementale. Et ce qui est intéressant ici, c'est donc de voir l'utilisation de la plateforme participative dans le cadre de ce budget participatif, parce que ça a permis en fait d'avoir des dépôts de projets qui se sont faits hors ligne et en ligne, donc de structurer le budget participatif sur la plateforme, d'avoir ces dépôts qui étaient du coup hors ligne et en ligne, et d'avoir des réunions en complémentarité, des réunions de terrain, d'information pour les porteurs de projets. Et donc ici, on va au-delà, on va dire,
de la consultation, si vous vous souvenez des différents niveaux, parce que les habitants vont formuler des projets et ensuite donc être dans une position d'être porteur de projet et ou de voter sur des projets qui vont ensuite être réalisés et mis en œuvre par la municipalité. Tous ces cas sont consultables en ligne si vous voulez regarder avec plus de détails. La deuxième étude de cas que je voulais mettre en avant, c'était celle de Charenton-le-Pont, qui a co-construit il y a quelques années un plan vélo avec ses usagers. Et donc, ici, en termes de méthode participative, il y a une combinaison de cartes participatives que vous voyez ici à droite, avec une carte de la ville de Charenton et la possibilité pour les habitants d'aller déposer des contributions sur cette carte et donc d'ancrer leur contribution vraiment dans le territoire. Donc, combinaison de cartes avec des sondages qui ont été portés sur la plateforme et en plus de ça, des ateliers de rue qui ont été menés avec des élus. Donc, encore une fois, pour vous montrer qu'il est possible et surtout, au-delà d'être possible, il est nécessaire de pouvoir faire dialoguer ces deux formats si vous souhaitez atteindre plus de personnes. Ce que ça a changé ici, c'est que la collectivité, du coup, elle n'est pas partie que d'un diagnostic technique qui a été porté dans le cadre de ce plan vélo, mais qu'elle intègre, que la collectivité, pardon, je vais y arriver, intègre du coup l'expérience vécue des habitants et le retour des habitants. Le troisième et dernier cas que je voulais mettre en avant, c'est celui de la ville de Massy. Qui je trouve est particulièrement intéressant par rapport à son approche hybride des conseils de quartier. Parce que Massy a décidé de faire vivre les conseils de quartier entre les réunions et aussi au-delà des temps de réunion. On le sait, les conseils de quartier, c'est un petit peu l'ADN local des municipalités. C'est un temps important pour les habitants des différents quartiers. Mais clairement, le constat que je partageais tout à l'heure sur cette fatigue participative ou cet essoufflement, il se constate surtout avec les conseils de quartier. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de collectivités qui nous contactent et qui me font part de ce besoin, en fait, de redynamiser les conseils de quartier en début de mandat et donc de pouvoir mettre en place quelque chose à la rentrée qui sera plus robuste, plus représentatif et plus flexible. Et je leur parle de l'exemple de Massy qui, en fait, a combiné deux méthodes. Le fait de diffuser de l'information, donc encore une fois, si on repense à l'échelle participative et au niveau de participation, en mettant sur sa plateforme participative des informations pratiques, donc qui est l'élu référent de chaque quartier avec une photo de cet élu, une carte claire pour que les habitants puissent, dans un premier temps, déjà identifier de quel quartier ils dépendent, s'ils ne le savent pas, les dates des réunions, un module d'événements pour pouvoir s'inscrire à la réunion et les comptes rendus. Donc ça va être ce qui est partage d'informations. Mais ensuite, ils ont décidé pour chacun des quartiers de tester et d'ouvrir une boîte à idées numérique, du coup, sur la plateforme, qui permet, en fait, en amont de chaque réunion de quartier, pour les personnes qui ne peuvent pas être là, de déposer des suggestions de choses qui peuvent faire partie de l'agenda qui sera discuté. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un bénéfice des deux côtés, c'est-à-dire que pour les habitants qui veulent être impliqués mais qui ne peuvent pas se rendre à cette réunion, qui en plus sont assez espacées pour les réunions de quartier, de quand même pouvoir contribuer et ensuite d'aller consulter les comptes rendus, savoir ce qui s'est passé, pouvoir mettre dans sa contribution d'agenda des commentaires et échanger peut-être avec ceux qui étaient présents, mais aussi pour ceux qui vont animer les conseils de quartier, parce que ça va permettre en fait d'avoir une visibilité un peu en amont et de pouvoir préparer les choses, contrairement au fait d'arriver et de parfois gérer, c'est ce qu'on me dit, un peu un cahier de doléances individuel qui fait que le temps passe très vite et peut parfois ne pas être aussi constructif qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, j'y pense parce que je vous ai montré l'exemple de Sceaux un petit peu avant, mais Sceaux vient de lancer sur sa plateforme de participation, un appel à être volontaire pour être membre des nouveaux conseils de quartier qui reprennent à la rentrée. Et donc ici, c'est encore une autre méthode, c'est de dire
on utilise soit un module d'appel à volontaires, soit un système d'enquête qui en fait retranscrit un formulaire d'inscription pour indiquer qu'on veut se porter volontaire pour être membre. Donc, on peut associer ces différents modules et ces différentes manières de faire. Voilà, je voulais vous montrer ces trois cas-là qui, je pense, sont assez pertinents dans le cadre d'un début de mandat en termes d'inspiration et qui sont consultables sur les plateformes respectives de ces différentes villes. Et ensuite, deux points très rapides qui sont vraiment spécifiques à un outil de participation citoyenne et plus spécifiquement encore à la plateforme de participation GoVocal. Vous l'aurez compris, le fait de s'outiller, d'avoir une plateforme en complémentarité des instances participatives va avoir plusieurs conséquences positives. Mais il y en a deux sur lesquelles je veux revenir qui, je pense, sont les plus intéressantes. C'est la possibilité de lier justement le terrain et le numérique. Ici, ça se traduit très concrètement avec une fonctionnalité de la plateforme qui s'appelle Figital, du physique au digital. Et vous voyez ici en bas à gauche une petite partie de l'enquête qui a été portée sur la plateforme, donc qui est ouverte sur la plateforme, auquel les personnes peuvent répondre le temps que cette enquête est ouverte, avec différents types de questions, des réponses qui vont être des réponses ouvertes, des graduations de sentiments et autres. Et en fait, ce que vous voyez au-dessus, à droite, c'est la retranscription de ces réponses qui sont dans l'enquête, parce que l'enquête aura aussi été diffusée en papier sur le terrain pour permettre aux personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec le numérique de pouvoir répondre à l'enquête également. Et donc, ici, les enquêtes qui ont été distribuées sur le terrain, vous, en tant qu'élu, en tant qu'agent, en tant qu'administrateur d'une plateforme comme celle-ci, vous allez pouvoir avoir au sein d'un seul et même espace les contributions numériques pour ceux qui sont plus à l'aise avec le numérique, qui veulent pouvoir participer à leur rythme, mais aussi les contributions de ceux qui se sont rendus à la réunion publique ou alors de ceux à qui vous avez distribué le questionnaire lors d'un marché et pouvoir scanner en quelques secondes la réponse manuscrite et l'importer. Donc, vous voyez le reflet ici au sein de la plateforme. Ce qu'elle veut dire aussi, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, que le fait de pouvoir faire sens de ces contributions hors ligne et en ligne, et donc de faire le lien entre elles, de voir s'il y a des redondances, de voir quelles sont les thématiques qui remontent, et donc l'analyse des réponses à cette enquête va se faire au même endroit plutôt qu'en silo et avec une dimension très manuelle qui là va pas disparaître parce qu'il y aura toujours un contrôle qui est nécessaire pour être sûr que la retranscription est bonne, que l'écriture était lisible et donc que ce qui a été retranscrit automatiquement est bon, mais une charge de travail manuel qui va être réduite. Et le deuxième aspect, c'est justement les résultats de vos différentes consultations qui vont être plus lisibles. La plateforme, elle va vous permettre plusieurs choses en termes d'analyse. Elle va vous permettre déjà de croiser en fait les données démographiques de votre population avec celles des personnes qui sont inscrites sur la plateforme ou qui ont contribué à un budget participatif ou qui ont répondu à une enquête. Parce qu'on va pouvoir comparer justement ces différentes données. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir se dire, bon, bah là, on voit qu'il y a cette partie de la population qui est sous-représentée ou qui n'a pas participé, et donc ajuster la stratégie de participation et se reposer la question de est-ce qu'on s'adresse au bon public? Si on s'adresse à ce public et qu'on voit qu'il ne participe pas, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est plutôt une question de communication? Est-ce que c'est une question de format participatif? Peut-être qu'on avait fait une enquête en ligne alors qu'en fait, ce serait plus pertinent de faire un atelier sur le terrain. Et ensuite, de pouvoir justement faire l'analyse de ces retours. Et quand je dis analyse, il y a certes la partie faire sens de ce qui est remonté
par les habitants, mais aussi ensuite de pouvoir faire un retour vers les élus, un retour aussi vers les habitants, et donc avec la possibilité de créer des rapports qui vont se construire à partir du retour des habitants. Voilà, ça c'est simplement pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'on veut dire par participation hybride et ce que permet un outil comme une plateforme GoVocal. Il est 10h43, donc on est dans les temps. Je vais m'arrêter là. Euh, Peut-être en termes de conclusion, ce que je voudrais partager avant qu'on voit s'il y a des questions et que je vous mentionne aussi les ressources qu'on va mettre à votre disposition, c'est que la participation, c'est pas quelque chose qui va se décréter, c'est quelque chose qui se construit, un projet à la fois, avec les habitants, avec l'équipe municipale. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous avoir donné des clés de lecture pour commencer ou pour continuer d'ailleurs, mais que le reste viendra évidemment avec la pratique. Et donc, on est curieux aussi d'avoir vos retours. On est disponible si vous avez des questions qui sont peut-être plus individuelles et qui portent sur votre collectivité en particulier. N'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, comme je le disais, en termes de ressources qu'on va vous partager à l'issue du webinaire, donc trois choses. Je me permettrai de vous envoyer un mail individuel avec un lien de rediffusion de ce webinaire, mais aussi en pièce jointe, une fiche pratique qui est ici pour construire avec les agents un état des lieux des démarches participatives, si vous êtes à ce stade de la définition de feuille de route pour votre stratégie de participation. Le lien de rediffusion aussi de notre premier webinaire, qui était il y a à peu près un mois. Et ensuite, un lien vers, je vous parlais de différents guides qu'on publie tous les ans. Donc, il y en a un sur comment créer un budget participatif, comment construire une culture participative, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la communication autour d'instances participatives. Voilà, ça, ce sont différentes ressources qui peuvent être à votre disposition, ainsi que notre blog où on a pas mal d'études de cas qu'on creuse avec les personnes qui sont chargées de la participation dans les villes clientes qu'on accompagne. Donc, je pense que ça peut être des ressources intéressantes pour vous. Je jette un œil sur la discussion pour voir s'il y a des questions. Bonjour, merci à tous ceux qui se sont présentés et qui ont participé. Est-ce qu'on pourra avoir les slides? Oui, tout à fait. Donc avec le lien de rediffusion, vous aurez le contenu également de la présentation. Et d'ailleurs, je me dis que ça peut peut-être être intéressant qu'on fasse une fiche pratique, mais peut-être en deux pages qui décline justement les niveaux de participation avec les différentes méthodes qui peuvent s'y adosser. Ça peut être quelque chose qu'on vous diffuse également. Voilà, alors, attendez, je vérifie. Donc, c'est beaucoup d'introduction et de présentation des uns et des autres. Mais je pense que c'était la seule question. Bah, écoutez, je vais partir du principe que ça veut dire que c'était clair. N'hésitez pas à... Alors, attendez. Je suis membre d'une association de citoyens qui tente de développer la participation citoyenne sur notre nouvelle commune de 12 000 habitants. L'association a été créée après les municipales en réaction à une abstention très forte malgré la présence des 2-3 listes. Eh bien, bonjour Yves. J'espère que ces informations étaient intéressantes. Je pense qu'en tant qu'association de citoyens, ça peut être intéressant de porter certains des constats ou des méthodes ou des études de cas que vous avez pu voir aujourd'hui lors du webinaire, peut-être auprès de la municipalité, voir ce qu'elle en pense ou de vous saisir vous-même. Les instances participatives peuvent également être animées par les habitants. Donc, écoutez, avec plaisir. Super, merci, je vois. Merci à tous en tout cas. Et Thierry, écoutez, on est ravis de savoir que nos guides vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Mon collègue Serène vous a partagé différents liens qui vont vous renvoyer à la page des guides. Mais voilà, les informations complètes seront dans le mail de suivi. Merci à toutes et à tous pour votre temps et à bientôt pour un prochain webinaire ou pour échanger individuellement. Bonne journée.